grand-père maternel qui m'a prostituée pendant 3 ans. J'ai réussi à m'en libérer lorsque mon grand-père paternel est décédé et que j'ai pu parler à maman. Celle que j'appelle maman n'est pas ma mère biologique, mais ma grand-mère qui m'a élevée. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, bienvenue. Nadia El Bouga est avec nous. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Content de vous rapatrier. Me rapatrier. Bah oui, vous étiez à Toulouse, donc voilà. Ah oui, bon, j'étais pas très loin. Non, vous n'êtes pas très loin, mais... Paraît-il qu'il n'y a pas encore de coronavirus à Toulouse. Hein. C'est un microcosme. C'est le Ricard qui protège. Probablement. Bien, nous allons parler de l'inceste aujourd'hui avec Katia de Brinon qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes une survivante de l'inceste et vous êtes présidente de SOS Violence, Prévention de l'inceste et de la pédocriminalité. C'est une jeune asso, hein? Oui, c'est Viol-Enfance. 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 Ah oui, Viol-Enfance, oui. Viol-Enfance. En un seul mot. En un seul mot. Voilà, ça, Viol-Enfance. Oui. Enfin, c'est une jeune asso. Ah, toute jeune, puisqu'elle a 5 mois. En fait, c'est tout. C'est tout. Alors, il y a déjà des assos qui traitent du sujet. Tout à fait. Et vous êtes complémentaires. Vous n'êtes pas en concurrence. C'est-à-dire que nous, on ne s'occupe en fait que de la prévention. On ne travaille pas sur autre chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons des cas qui nous arrivent de victimes, on va les transmettre à d'autres associations. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Voilà, c'est l'orientation, donc après. Voilà. Pour nous, c'est la prévention. Bien, alors vous avez écrit plusieurs livres sur votre histoire dont on va parler ce matin. La femme aux cicatrices, Oui. survivante de l'inceste, et puis Des larmes dans les yeux et Un monstre par la main, aux éditions Maya. Oui, les deux, oui. Gérard Lopez est avec nous, bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà, vous êtes président d'honneur de l'Institut de victimologie de Paris, dont vous êtes le cofondateur, et vous êtes spécialiste de l'inceste et des violences sexuelles sur les enfants. On peut dire ça comme ça. Ça vous va? Qu'est-ce que vous voulez rajouter, Gérard? Bien, moi, je suis un soignant, donc je dirige une institution où on soigne les victimes de psychotraumatisme. Évidemment, un des plus graves, peut-être le plus grave, c'est l'inceste. Alors, Katia, j'ai eu beaucoup de mal à lire vos livres, hein, je vais vous dire tout de suite, c'était compliqué. Parce que vous racontez tout, Oui. finalement, dans votre histoire. On dit toujours que les victimes mettent très longtemps à raconter leur histoire. Alors, est-ce que c'est moi qui ai mal compris? Mais finalement, vous racontez ce qui vous arrive très tôt. En fait, moi, j'ai réussi à parler à la mort du grand-père qui m'avait élevée. Parce que moi, je n'ai pas été élevée par mes parents. J'ai été élevée par mes grands-parents paternels. Et j'ai été violée et prostituée, puisque le grand-père qui est maternel qui m'a prostituée pendant 3 ans, si vous voulez, moi, j'ai réussi à m'en libérer lorsque mon grand-père paternel est décédé et que j'ai pu parler à maman. Celle que j'appelle maman n'est pas ma mère biologique, mais ma grand-mère qui m'a élevée. C'est-à-dire votre mère biologique est la fille de celui qui vous a violé Voilà, et qui vous a prostitué. Et si vous voulez, à partir de ce moment-là, je me suis sentie libérée. Et il fallait à tout prix que je décharge. Parce que je devenais folle, j'étais une enfant qui ne mangeait plus, ou qui mangeait trop, ou qui dormait pas, ou qui dormait trop. Enfin, j'étais totalement malade, en fait. Et lorsque j'ai réussi à parler, c'est comme si une chape de plomb s'était évaporée, quoi. Je ne souffrais plus. Alors, je ne souffrais plus, sauf que mon père m'a emmené chez le médecin, que le médecin a attesté... Alors, votre vrai père, hein. Ah oui, j'en ai qu'un père. Vous en parlez Oui. à votre tante une première fois quand même. Oui, mais... Non, mais qui dit que vous êtes une perverse. Une menteuse, plutôt. Une affabuleuse. Parce que c'est une époque où ces choses-là, d'abord, on n'en parlait pas. Et en plus de ça, je pense que ma tante n'en avait même jamais entendu parler, vous voyez. Donc, on avait droit qu'au silence. Et ce silence-là était écrasant. Et elle aurait pu me sauver. En fait, si elle avait su, j'aurais gagné 1 an et demi de souffrance. C'est pour ça que je dis que vous en avez parlé tôt, vous, parce que vous avez essayé d'en parler avec des adultes très rapidement. Oui, mais en disant que c'était pas moi. Je disais, Oui, c'était votre amie, copine. Ouais. Voilà, je crois que intérieurement, j'avais honte de toute manière. Si vous voulez, j'avais beau avoir que 9-10 ans, je sentais que c'était pas bien, qu'il fallait pas faire ça, et que cet homme qui me faisait ça, il aurait pas dû. Et j'avais besoin d'aide. Je criais au secours, en fait. C'était une petite fille qui criait au secours, mais personne ne voyait ni n'entendait.
Vous voyez, j'étais souvent malade. Le médecin de famille venait, mais à aucun moment le médecin de famille a dit mais c'est pas du tout normal qu'il y ait une petite fille comme ça, le corps couvert d'échymose, rien. C'était la loi du silence, l'omerta. L'omerta. Alors vous étiez une petite fille élevée dans une famille sans amour, et finalement votre grand-père, votre monstre, avait repéré que vous étiez quelqu'un qui manquait d'attention. Alors, si vous voulez, c'est ambigu, parce qu'en fait, pendant les 9 premières années de ma vie, moi j'ai vécu très heureuse. Et vraiment, le bonheur total, puisque j'étais élevée par mes grands-parents qui m'adoraient, j'étais leur fille, ils n'avaient pas pu en avoir, j'étais leur fille. Vos grands-parents paternels? Oui, paternels, oui. Et moi, ces 9 années-là, qu'est-ce que vous voulez, j'étais comme toutes les petites filles, c'est-à-dire que j'étais heureuse, je jouais, j'avais des amis, enfin, tout était formidable. Enfin, en général, les petites filles dans les années 50, elles ne sont pas élevées par leurs grands-parents. Oui, c'est vrai, sauf que ma mère, elle n'a pas voulu de moi. Parce que si vous voulez, mes parents étaient la génération juste d'après-guerre. Ils n'avaient pas eu de jeunesse. Donc, quand ma mère s'est retrouvée à m'avoir, elle a tout de suite dit à mon père, il n'est pas question qu'on la garde. Pas question, parce que moi, je veux reprendre mon travail, parce que j'ai mes amis, parce que j'ai pas vécu. C'est une époque où les femmes commencent à travailler, où les grands-parents suppléent souvent les parents. C'est ça. Mais moi, ils ont fait plus que suppléer. Enfin, là, on est à la ville. Alors, je sais pas si ça change les choses, mais c'est quand même, on est à la ville. On est. Si vous Parce voulez. qu'à la campagne, tout le monde vit ensemble. En fait. Exactement. Vous avez raison. Donc, les grands-parents sont là. Voilà. À la campagne, oui. En ville, pas vraiment. Oui. C'était plutôt étrange, l'histoire. Non, pas trop, parce que les parents travaillant, la mère travaillant, il n'y a pas de crèche. D'ailleurs, il n'y en a toujours pas beaucoup. Ah, attendez, non. Eh bien, souvent, c'est les grands-parents qui gardaient les enfants dans le... Oui, mais moi, j'avais que 3 mois. Non, je parle pas de vous. Parce que je me suis retrouvée chez mes grands-parents. En général. Oui, en général, oui. Tandis que là, non, moi, ça a été tout de suite. Et ça a été tout de suite. Mais alors, attendez, ça allait plus loin que ça. On me reprenait pas le soir. Voilà. Et le week-end non plus, quand on pouvait faire autrement. Ce qui fait qu'en fait, moi, je n'ai connu que la vie avec mes grands-parents. Soyons honnêtes. Et le peu de fois où j'allais chez mes parents, ma mère me maltraitait. Vous voyez, 2 poids 2 mesures, vous restez chez les grands-parents. Moi, je voulais pas y aller. Alors, c'est pas compliqué. À chaque fois que je sentais un week-end où ils devaient me prendre, je tombais malade. Je m'étais surnommée la fille aux otites. Mais je déclenchais des otites. Mais alors, c'était incroyable. À chaque fois que je sentais qu'on allait me prendre, j'avais peur. Je ne voulais pas. Donc voilà, j'étais malade et je restais bien avec mes grands-parents. J'étais heureuse. Et un jour, votre mère donc décide de réunir sa famille, quelque temps après la naissance donc de votre petit frère Gérard. En fait, c'est pas tout à fait ça. La vérité, c'est que mon grand-père paternel, donc mon Péli, puisque je l'appelle Péli, est atteint d'un cancer des poumons. Et à partir de ce moment-là, papa, donc mon père, décide de réunir la maison dans une grande propriété au Raincy, de manière à ce qu'il puisse veiller sur la santé de son père, parce qu'on lui avait dit que c'était à la campagne le Raincy, et qu'à la campagne, il allait guérir. Vous voyez ce qu'on savait du cancer des poumons à l'époque. Et à ce moment-là, moi, je me retrouve dans cette maison, mais le problème, c'est que maman n'est plus avec moi, mon Péli est tout le temps à l'hôpital, et maman passe ses journées à l'hôpital. Donc, en fait, je suis une petite fille esseulée, et je erre dans cette grande maison. Et à ce moment-là, le père de ma mère, qui avait quitté ma grand-mère maternelle, parce qu'il avait une maîtresse, mais on a su après qu'il avait violé... Le Pépé Henri. Mais qu'il avait violé la fille de cette maîtresse. Donc finalement... Et c'est pour ça qu'il était retourné chez sa femme. Et oui, parce que comme il avait beaucoup d'argent, chez moi, dans ma famille, il y a un problème d'argent, si vous voulez. J'ai des parents qui aimaient l'argent. Et comme il était riche, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? La grand-mère l'a repris. Et le reprenant, ma mère biologique, à ce moment-là, a dit, eh bien, et si on vivait tous ensemble, puisqu'il y a une maison principale et le pavillon du gardien. Et elle a vendu à mon père l'histoire, mes parents vont habiter le pavillon du gardien. Et votre grand-mère a repris son mari tout en sachant qu'il avait abusé la fille de sa maîtresse. Absolument. Il avait violé. Il avait violé. Abusé, vous savez, c'est pas un mot tellement... Ouais. Il avait violé. Un petit viol de temps en temps, ça passe, mais car aux abus. Non, abus, c'est pas un mot qu'on peut utiliser en France, c'est un mot anglo-saxon. C'est vrai. Ici, on dit violer, agresser sexuellement, on dit pas abuser. On abuse de tabac, on n'abuse pas de viol. Tout comme moi, je dirais toujours pédocriminel, parce qu'il y a crime. Tout à fait. Voilà.
Bien. Alors après, votre grand-père vous attire Dans le parc. dans le parc, voilà. Et donc, commence Dans le parc. votre supplice, votre calvaire. Oui, parce que à ce moment-là, il me vend l'histoire que c'est normal. C'est normal de faire ça. Alors au début, je comprends pas trop ce qu'il me veut, pourquoi il me déshabille. Jamais personne ne m'a fait ça. Mon autre grand-père ne m'a jamais déshabillé, ni touché, ni quoi que ce soit, donc je ne comprends pas. Et puis comme il sent que je suis rétive, parce que j'avais peut-être que 9 ans, mais j'avais un mauvais caractère. J'étais vraiment très sûre de moi. Il se dit, il faut que je la casse. C'est un très bon caractère. Oui, Je suis très sûre de soi. Mais voilà, alors il s'est dit, il faut que je la casse. Et pour la casser, qu'est-ce que je fais? Si je lui dis, alors il commence par me dire, mais tu sais, si tu cèdes pas tout ce que je veux, il va arriver quelque chose de grave. Et moi, je lui ai répondu carrément, si tu veux me tuer, bah, tout de suite. Hein. Moi, je préfère que tu me tues que de supporter que tu me touches. Et à ce moment-là, il a été malin. Il m'a dit, mais c'est pas toi que je vais tuer. Je tuerai ceux que tu aimes. Et ceux que j'aimais, ben, c'était mes grands-parents paternels. À partir de ce moment-là, je suis devenue, comme il disait, sa petite femme, sa maîtresse, sa pute, sa chose. C'était des expressions que j'ai entendues sans arrêt. On est dans les années 50, donc il n'y a pas d'émission à la télévision sur le sujet, puisque vous le disiez tout à l'heure, on ne savait même pas que ça existait, pas d'émission de radio, pas de numéro pour l'enfance en danger. Bref, c'est un sujet qui n'existait pas. C'est tabou. C'est tabou, on n'en parle Enfin, c'est pas. tabou, mais il y a même pas de choses qu'on traite. On sait Est-ce qu'il existe, mais on n'en parle pas. Ouais. Oui, on sait qu'il tout le existe. monde ça. sait que ça On existe. sait que ça existe, Tout le oui. monde sait que ça existe. Parce que probablement que votre maman, qui était au contact de ce père et qui est passée par un stade d'enfance aussi, j'émets l'hypothèse qu'elle devait être, elle également, Bien sûr. violée et agressée Mais vous savez, par son père, donc par votre pépé. Alors, moi, c'est ce que je pense. Maintenant, je n'ai pas la moindre preuve. Ma mère est toujours de ce monde, me condamne toujours. Alors, elle a 95 ans et Oui. à 95 ans, elle ne veut toujours pas reconnaître Absolument. que son père, donc votre grand-père, ait pu Je vous suis violer, une vous menteuse, prostituer. oui. Oui, Tout à fait ça. Je suis une menteuse, une vicieuse, une tordue, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, je l'entends. Et c'est récurrent. Alors quand je m'occupe d'elle parce qu'elle a des problèmes de santé, je me dis ça y est, il y a eu un petit déclic dans sa tête, elle se rend compte que je ne suis pas la méchante qu'elle a toujours décrit. Et puis comme par hasard, on rentre à la maison, le téléphone sonne et elle me dit « Tu sais, au fait, il faut que je te reparle de mon père qui était un grand officier de la guerre, etc. » Voilà. Et on est reparti pour un tour. Et ça se conclut, mais à chaque fois par le truc que, de toute façon, je ne t'ai jamais cru, je ne te croirai jamais, et puis de toute façon, tu n'es qu'une menteuse, personne ne te croit. comment se fait-il que vous avez encore des liens avec elle? Ah, alors ça, mon mari vous dirait que c'est ma moralité qui va pas dans cette histoire-là, parce que moi, je me sens toujours investie de devoir de protection des autres. C'est plus fort que moi. Si ma mère est malade, je me dis, oh mais oui, mais quand même, la pauvre, elle va bientôt mourir, donc il faut que j'aille l'aider. En gros, c'est bizarre. J'ai ce besoin de protéger tout le monde. C'est presque une manie chez moi. Et à chaque fois, elle joue sur la corde sensible parce qu'elle me dit, mais regarde dans quel état je suis malade. Et puis, je suis toute seule parce que l'histoire qui se répète toujours, c'est qu'elle me ramène son divorce. Moi, j'avais 23 ans quand elle a divorcé et ma mère me parle toujours du divorce avec mon père, pardon. Et pourtant, vous savez que pour la loi, elle est coupable. Bien sûr, il y a prescription, mais Bien sûr, bien sûr. non-assistance à personne en danger, non-dénonciation de crime, c'est Bien sûr, extrêmement c'est grave ce vrai. qu'elle a fait. C'est vrai, c'est très grave. À mais mon sens, c'est peut-être mais impardonnable. Pas confondre. moi, je vais être plus dure que vous, c'est pas excusable. Ah non, mais C'est pas excusable. Je l'excuse pas. Je la pardonne pas. c'est ce que je vous dis, c'est pardonnable parce que c'est un mouvement du cœur si on veut, il y a des gens qui Moi, pardonnent, je peux pas. donc. mais c'est inexcusable ou alors il faut passer par la case justice, payer sa dette. C'est vrai. Alors moi, ce qui m'amène peut-être quelque part à l'aider, ou même voire à la comprendre, c'est que j'ai toujours cette espèce de sentiment que son père l'a touchée. C'est probable. Vous voyez ? Et je me dis, quelque part, elle aimait ça, parce qu'elle aimait son père. Ça s'entend dans tous les mots qu'elle prononce. Elle était, on dirait, une sorte d'amour, vous voyez ? Alors que moi, j'ai de la haine, j'ai de l'horreur, j'ai tout ce que vous voulez. Elle, quand elle en parle, il est honorable. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, avant la pause, puisque vous parliez de votre mère qui peut-être a elle aussi été abusée de son père. Hein.
Gérard Lopez, a été violée par son père. Oui. Absolument, oui. On parlait de Utilisons ça. les mots- Et les moi, mots. je disais donc en antenne qu'on peut dire que sa mère si elle a été violée par son père, elle était sous l'emprise. L'emprise, ce sont des stratégies qui font qu'on se met du côté de l'agresseur. Et on peut rester sous l'emprise toute sa vie. C'est très difficile de briser l'emprise. D'ailleurs, Boris Cyrulnik, dans les années 80, disait « il y a des incestes amoureux ». Non, ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est tenir compte de l'autre. Là, il y a un déni d'altérité. L'autre n'existe pas, c'est un objet. Mais cet objet, manipulé, peut prendre le parti de l'agresseur. C'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai, c'est tout à fait ça. Mais quand elle en parlait, quand elle me parlait de son père, parce qu'elle en parlait, c'est ça qui est terrible. Elle m'a toujours parlé de son père, toutes ces années, c'est dingue. Elle en parle toujours avec c'était un notable, c'était un grand bourgeois, c'était une grande famille, sa sœur était concertiste, etc. Vous voyez, on en parle d'une certaine manière. Je vous ai dit que dans ma famille, il y avait un gros problème avec l'argent, mais il y en a vraiment un. Vous voyez ? Alors, c'est aussi la mission de votre association, c'est de dire que ces choses-là, l'inceste, la pédocriminalité, ça existe dans tous les milieux. Ah oui. Et Absolument. dans les milieux où il y a de l'argent, le silence s'achète. Tout à fait. Tout à fait. Alors, si vous voulez, moi, quand j'ai réussi à parler, mon père a pris ma défense. Il faut quand même voir les choses en face. Mon père voulait à tout prix aller porter plainte, etc. Il Donc, vous a d'ailleurs amené chez le médecin. Voilà. Un rapport Voilà, a été... absolument, absolument. Mon père était bouleversé, honnêtement, oui. Sauf que le problème, c'est que mon père était très amoureux de ma mère. Moi, je n'ai pas pesé le poids. Donc, c'est ma mère qui a gagné parce que sinon, elle divorçait. Donc, on était déjà dans l'histoire du divorce. Mais enfin, bon, c'était un bien chantage. avant. Parce qu'en fait, votre père demande à ce qu'il y ait une réunion familiale qui convoque donc le grand-père et sa femme avec votre mère. Il l'oblige à lire le rapport médical qui a été rédigé Oui. concernant tous les viols, Il y a sévices tous que les vous avez. sévices. Voilà. Et à un moment donné, la décision est prise de ne pas porter plainte à la police, alors que c'était l'intention de votre père au départ. Papa voulait porter plainte, mais immédiatement, elle lui a dit « Si tu portes plainte, je m'en vais et j'emmène avec moi ton fils, puisqu'il y avait j'ai un frère. » Il y avait Gérard. Voilà, et il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là de notre vie, la majorité était à 21 ans. Donc moi, j'étais majeure, à la limite, je pouvais m'en aller, mais mon frère, lui, il était trop jeune, il avait 17 ans. À 17 ans, si ma mère partait, qu'est-ce qui se serait passé ? Et elle est partie quand même, mais là, moi, j'ai 23 ans, je ne suis plus là. Tandis que lorsque j'avais 11 ans et qu'elle a menacé mon père de s'en aller, qu'est-ce que l'on serait devenu, étant donné que moi, je n'aurais jamais voulu aller avec ma mère. Alors des monstres, vous en avez recroisé dans votre vie. Comment vous l'expliquez ? Alors, ça, je l'explique d'une manière très facile, c'est que lorsqu'on a été touché comme je l'étais, n'oubliez pas que cet homme-là m'a prostituée aussi. J'étais prostituée à tous ses copains. C'est-à-dire que j'ai voulu éviter des passages aux auditeurs, mais qui sont d'une violence incroyable, parce que vous avez été prostituée dans une chambre d'hôtel à 9h. Et oui. À 9 ans, on vous a uriné dessus. Oui. Mais écoutez, mais les prostituées ont toutes, je dis bien toutes, allez, 99,9% ont été victimes de violences sexuelles dans l'enfant. Je suis venu ici, rappelez-vous, avec Isabelle Aubry, qui est la présidente de l'Association internationale de victimes de l'inceste. Elle l'écrit, elle s'est prostituée d'elle-même. Les victimes de l'inceste se prostituent. Pourquoi ? Parce que leur corps n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Et les victimes de l'inceste ou les victimes de traumatismes répétés répètent toujours les mêmes scénarios. Toujours toute leur vie, jusqu'à ce qu'elles rencontrent quelqu'un qui leur permette de changer la fin du film. Et je crois que Katia a eu la chance d'avoir son mari, un mari qui est vraiment soutenant, qui est le meilleur thérapeute que je connaisse, franchement. Ah oui. Mais Gérard Lopez, comment vous expliquez que... Qui est d'ailleurs parmi nous voilà, oui. le mari, oui. qui est cette répétition finalement. J'appelle ça la répétition littérale. Alors je vais d'abord vous donner quelques cas. Imaginons une jeune fille qui est violée par son beau-père, qui achète son silence, qui est gentille, qui de temps en temps fait des menaces, qui la viole, etc. À l'âge adulte, c'est curieux, elle se prostitue. Elle n'est plus sous l'emprise de son beau-père, mais de
son proxénète, elle continue à toucher de l'argent et avoir des rapports sexuels transgressifs, qu'elle aura peut-être avec son médecin, avec tout le monde. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'un jour, elle rencontre une personne, peut-être un thérapeute, s'il le sait, qui lui permette de réécrire le scénario traumatique jusqu'au bout. Et c'est assez difficile et c'est très long. Alors, pourquoi ? On ne sait pas trop, mais peut-être qu'il y a des phénomènes psychiques qui font que quand on est confronté à quelque chose qui rappelle l'horreur subie, on se déconnecte. Et on devient une sorte de zombie à qui on peut faire ce que l'on veut. C'est ça l'explication la plus courante. D'ailleurs, Katia, vous, dans votre parcours, vous avez rencontré ce thérapeute qui vous a aidé justement à écrire. Tout à fait. À écrire d'abord et à réécrire le parcours. Tout à fait. Et Muriel a permis à Katia d'émerger, en tout cas de naître. Alors ça, c'était plus complexe parce qu'en réalité, si vous voulez, dans ma famille, mon grand-père paternel est d'origine hongroise. Et bon, quand moi je suis née, il avait été décidé qu'on m'appellerait Katiana, parce que c'était le prénom de mon arrière-grand-mère. Seulement, malheureusement, vous savez, à mon époque, les noms n'étaient pas acceptés. Donc, on ne prenait que le calendrier. Voilà, vous deviez avoir un nom de saint, sinon on ne pouvait pas prendre d'autres noms. C'est pour ça que vous avez été baptisé Muriel. Voilà. Donc, mais alors, je peux vous dire, au hasard, vraiment du calendrier, parce que Muriel, pourquoi pas c'est que vous appelez Monique. Mais ça aurait été n'importe quoi. Bon. Fatnat. Fête-nat. Ouais, ça aurait pu être, je sais pas, ce que l'on veut. Mais voilà, alors, j'ai une... Il y en a bien qui s'appelle Gérard, c'est pas mieux Gérard, franchement. J'ai un état civil, vous voyez, avec Muriel dessus. Quand je suis en présence de ma mère ou de la famille de ma mère, on m'appelle Muriel. Mais quand je suis dans ma famille, ma vraie famille, pour moi, je suis Katia. Alors, allez vous y retrouver. Vous êtes déjà deux. Vous êtes deux. En plus de ça, vous êtes violés. Comme ça, c'est formidable. Vous savez plus où vous habitez. Et puis un jour, je rencontre un psychiatre absolument fabuleux. Mais quand je dis fabuleux, j'ai jamais vu ça. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Il fallait, c'était cher. Comment j'allais faire pour me soigner ? Et là, j'ai commencé à avoir des frayeurs. Je me suis dit, je vais pas y arriver. Mais bon, je vais quand même à la première séance. Et là, toute la différence s'est faite. Parce que cet homme-là ne m'a pas reçu de son cabinet, mais dans un salon. Il nous a fait apporter le café, du thé, je me rappelle du thé, des petits gâteaux, et il m'a dit, on va discuter, mais il ne m'a pas dit, racontez-moi, parce que le racontez-moi est une chose qui me bloquait à l'époque. Je ne pouvais pas raconter. Ça fait revivre tout ce qu'on a vécu. J'étais incapable, je me bloquais. Alors il ne m'a pas du tout dit ça. Il m'a simplement dit, dites-moi ce que vous avez fait, quelles sont vos études. Alors comme je suis une boulimique d'études, je commence à lui raconter. Je commence à lui faire part aussi du fait que je n'aimais pas les psychologues. Je suis désolée, mais je les aimais pas. Je les aimais pas, pourquoi ? Parce que j'ai fait des études de psychologie et j'étais persuadée en faisant ces études que j'allais guérir. Évidemment, je guérissais pas. Donc je me suis mis à mettre tous les psychologues de côté. J'en voulais pas. Mais là, psychiatre, ça m'allait. Parce qu'un psychiatre, c'est un médecin. Qui dit médecin, dit étude du cerveau, etc. Donc voilà, j'avais plus confiance. Et on a commencé à beaucoup parler. Et je m'en suis pas rendu compte, mais au cours de la conversation, il m'arrachait par-ci, par-là, des petites bribes, des petits renseignements. Et puis on a parlé pendant 3 heures. Vous connaissez beaucoup de psychiatres, vous qui vous gardez 3 heures dans son cabinet. Et moi, à la fin des 3 heures, je peux vous dire, j'étais blême, parce que je me suis dit, mais je peux pas le payer. J'ai pas l'argent. Mais il m'a dit, mais non, je suis médecin. Vous me devez juste la sécurité sociale. D'ailleurs, puisqu'il y a des gens qui nous écoutent, et puisqu'il y a 4 millions de victimes de l'inceste en France, quand même, 4 millions, vous rendez compte, 7% de la population, d'après un sondage Harris Interactive demandé par l'AIVI. Et c'est probablement minimisé. Oh oui. Bon, on ne sait pas. En tout cas, ça fait quand même beaucoup. Et les soins sont gratuits pour les victimes de l'inceste. C'est reconnu par la sécurité sociale. Donc, si une victime de l'inceste voulait être soignée, qu'elle en parle à son médecin, qui lui demande de la mettre à 100%, c'est de droit. Or, dans mon institut de victimologie, où on soigne ces personnes, très peu de médecins savent que les... Voilà, donc c'est bien dommage. Donc, vous voyez, à l'époque, maintenant, ça serait gratuit pour vous. Ah oui, maintenant, oui. Mais à l'époque, non. Mais on ne parle pas beaucoup de l'inceste. Encore aujourd'hui. Je vous félicite, parce que... De quoi parle-t-on dans la presse ?
on parle de Matzneff, on parle de Polanski, on parle des curés, on parle des entraîneurs sportifs, on parle des enseignants. Ces gens-là commettent des crimes extra-familiaux. Qui parle des crimes intrafamiliaux aujourd'hui? Alors Pas oui. grand monde. Alors oui, évidemment, Sauf on va pas mettre aujourd'hui. en comparaison C'est pour ça les que horreurs. quand il dit on va parler de l'inceste, de la pédocriminalité, moi, la pédocriminalité, on en parle beaucoup actuellement Donc, grâce à MeToo. on parle que d'inceste. Oui. Ah, alors, Mais est-ce évidemment, qu'on- je disais, est-ce qu'on on va peut pas mettre- opposer, on va- voilà. on Oui, va pas on peut opposer opposer. les horreurs, évidemment. Ah non, pas au niveau En de revanche, l'horreur. voilà, Non. évidemment, mais c'est important de le dire. En revanche, c'est vrai que on ne dit pas assez. Parce que quand on parle quand on échange avec des parents, quand on est parent soi-même, on pense toujours le danger venant de l'extérieur. Oui, les bonbons. Alors que, voilà, exactement. Alors que il faut savoir quand même que dans 80% des cas, le danger vient de l'intérieur. Et d'ailleurs, je le répète de nouveau, mais on le dit souvent lorsqu'on fait de l'éducation à la sexualité, ça commence tout bêtement par le fais un bisou à Amé, fais un bisou à Khalti, et Voilà, obliger les enfants à exactement. aller embrasser la tata, le tonton, l'oncle, machin. Si l'enfant dit non, c'est non, et on respecte justement. Ça a l'air d'être bête, anodin, et pourtant, ça commence par des petites choses comme ça. Exactement. Oui, ça commence par ça et ça commence aussi aujourd'hui où on apprend à l'enfant qu'il a un corps et que son corps lui appartient. À l'époque, voilà, qu'est-ce qu'on allait dire de ça? Rien. À l'époque, le corps de l'enfant appartenait tellement à l'enfant que Françoise Dolto était persuadée que les enfants victimes d'inceste étaient complices et consentaient. On en parle suffisamment actuellement. Il a fallu 30 ou 40 ans pour qu'on dénonce ces paroles. Vous savez, à l'époque, c'était la psychanalyse, c'était le complexe d'Édipe. Et moi-même, à l'époque, j'étais déjà psychiatre, j'aurais eu tendance à penser, si une petite fille m'avait dit « Mon papa, mon papy, oh, comme c'est mignon, c'est le complexe d'Édipe ». J'ai changé d'avis. D'où, me semble-t-il, le danger d'utiliser des mots comme ça, l'emporte-pièce, comme inceste amoureux, et de créer justement des confusions dans la tête des gens. Tout à fait. La définition de l'inceste, d'ailleurs, tiens, Gérard Lopez. Oh, c'est la loi. Oui. Ce sont des rapports sexuels avec une personne dont on ne peut pas se marier. C'est-à-dire le père, la mère, un oncle, etc. Mais on peut se marier avec son cousin, donc c'est plus de l'inceste. C'est une définition purement légale. C'est interdit dans toutes les religions, dans le Coran, dans les évangiles, dans la Bible, partout, c'est interdit. Tout le monde sait que l'inceste est interdit, enfin. Il n'y a que 4 interdits universels. L'inceste, le vol, le viol d'une femme mariée et le meurtre de quelqu'un de son clan, parce que tuer les autres, c'est pas très grave. Ce sont les 4 interdits. L'inceste est un interdit majeur, tout le monde le sait. Katia de Brinon, moi ce que je comprends pas, c'est que vos enfants aussi ont un problème avec votre histoire. Oui, alors ça, c'est assez complexe. Alors, ils ont un problème pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que vos 2 enfants... 4. Oui, c'est ce que j'allais dire. 4, oui. 4, parce que j'en ai 2 de sang, mais 4 que j'ai élevés. Donc, ça revient tout à fait à la même chose. Non, mes enfants, en fait, ont un problème avec moi, déjà. Parce que moi, je suis un problème à moi toute seule. Étant donné que bon, là, vous me voyez très bien, tout va bien, mais il y a des moments où je peux être dépressive, où je peux être très mal. J'ai des périodes... Alors moi, je ne vis pas les amnésies comme les autres. Beaucoup de gens ont des amnésies post-traumatiques. Et ils ne se rappellent des choses que très très longtemps après. Que moi, j'ai une mémoire d'éléphant sur tout ce qui m'est arrivé. Mais lorsque je souffre... D'où la violence de votre livre, voilà, en fait. d'où la violence de mon livre. Mais vous voyez, par exemple, si quelque chose, ici, là, en ce moment, me choquait profondément, je peux, sans m'en rendre compte, partir me réfugier quelque part où je ne souffre pas. Et le quelque part où je ne souffre pas, en général, c'est à l'âge de 8 ans. Alors imaginez lorsque vous avez des enfants, d'un seul coup, qui entendent leur mère parler comme une petite fille. Parce que je parle comme une petite fille. Et alors là, c'est sans concession. Je suis la petite fille d'autrefois qui n'hésitait pas, en voyant quelqu'un qui ne lui plaisait pas, à dire, regarde la tête qu'il a, celui-là, vraiment, j'en voudrais pas dans ma famille. Et imaginez que, pour une raison X ou Y, je sois énervée après un de mes enfants et qu'il fasse quelque chose qui me plaît pas, moi je le vois plus âgé que moi, par exemple. Je suis capable carrément de lui dire, toi tu me plais pas, tu ferais mieux d'aller ailleurs. Imaginez pour les enfants le traumatisme. Moi je les dédouane là-dessus.
Où je les dédouane moins, c'est que lorsque j'ai réussi à écrire mes 2 livres, ils ont compris, ils auraient dû comprendre par où j'en étais passée. Ils auraient dû comprendre qu'une personne qui a été incestée, mais qui était aussi prostituée, qui après a été touchée par d'autres hommes parce que je ne savais pas me défendre, que cette personne-là, elle ne peut pas être toujours à 100% équilibrée. Et qu'elle a des moments où, voilà, elle part ailleurs. Eh bien ça, mes enfants ne veulent pas l'admettre. Gérard Lopez. Oui, ça, évidemment, habituellement, en tout cas, nous, c'est comme ça que nous pratiquons. Si nous avons une victime de l'inceste et que nous voyons qu'elle a des troubles comme ça, régressifs, dissociatifs, etc., on doit aussi traiter toute la famille. Donc les enfants, expliquer au mari, etc. Parce que c'est sûr que c'est un petit peu difficile à comprendre, c'est un peu déroutant. Et que quand on ne comprend pas, ça peut, évidemment... alors qu'il faut expliquer. Vous savez, les gens sont capables de comprendre, à condition qu'on leur explique. Alors, vous avez eu des troubles associés, vous avez commencé par devenir boulimique. Oui. Alors, j'ai commencé par l'anorexie. Je suis devenue maigre, je ne pouvais plus m'alimenter. Et comme je pleurais beaucoup, en fait... Mais ça, c'était au moment où ça vous arrivait. Oui, c'est-à-dire c'était lorsque je vivais au Raincy. C'est-à-dire là, je vivais en famille et ça énervait ma mère de voir que je ne mangeais pas assez vite ou que je tremblais. Alors, elle m'envoyait sans manger dans ma chambre. Donc là, je suis devenue anorexique, je ne mangeais plus. Et puis après, c'était l'adolescence. Et vous savez que l'adolescence veut dire aussi combler les manques. Alors, combler les manques, c'est souvent par la nourriture. Il n'y a pas besoin d'avoir subi l'inceste pour ça. Hein. Les adolescents ont souvent cette pathologie. Donc moi, je me suis mise à dévorer tout ce que je trouvais. Et comme on pensait, en tout cas maman, pensait me faire plaisir en m'achetant toutes les sucreries de la terre, tous les gâteaux, etc., là, je suis tombée dans l'opposé. Mais qui dit boulimie dit une chose très grave, dont vous avez certainement déjà dû parler, c'est que vous avez des problèmes à l'école. Et les problèmes à l'école, c'est le harcèlement scolaire, parce que vos copains, vos copines vous voient énorme. Vous êtes la petite grosse, et moi j'étais la grande grosse en plus, qui ne peut pas monter à la corde, dont tout le monde se moque, à commencer par le professeur d'éducation physique. Et là, votre souffrance, elle est démultipliée. Bien sûr. Alors, avec Katia, Gérard Lopez, on a quelqu'un qui parle de son histoire, mais souvent les victimes de viol et d'inceste donc s'enferment dans le mutisme. Comment est-ce qu'on peut libérer la parole ? En étant empathique, en étant ouvert, en ne mettant pas la charrue avant les bœufs. Par exemple, là, il y a une chose qui me choque profondément. Les victimes d'inceste, les victimes de violences familiales en général, sous l'emprise de quelqu'un. Donc quelqu'un qui leur dicte tout. Eh bien, figurez-vous que le gouvernement vient d'adopter une loi où les médecins vont pouvoir signaler les femmes victimes de violences. Autrement dit, ils vont se comporter comme la personne qui met la victime sous emprise. Non, il faut aller à leur rythme, il faut être à l'écoute, il faut gagner leur confiance. Mais quand vous avez gagné la confiance de quelqu'un, c'est là qu'on peut commencer à travailler. Et elle vous l'a expliqué extrêmement bien quand elle a vu ce psychiatre. Oui. Il a gagné sa confiance, elle l'a dit, il ne m'a pas interrogé sur ce qui m'est arrivé, parlons. Elle lui a fait confiance et tout d'un coup, elle s'est mise à parler. Il faut gagner la confiance de ces personnes-là, mais c'est difficile parce que quand on a été victime d'inceste, tous les hommes sont des violeurs. Tous sans exception. Un psychiatre, un voisin, le mari au début, c'est pour ça qu'il a dû en baver. Je vous dis qu'il a dû en baver. Mais peut-être que petit à petit, il a gagné sa confiance. Maintenant, je vois bien que ça va très bien entre eux. Mais il faudrait l'interroger, croyez-moi, ça n'a pas dû être simple. Donc, ils peuvent parler quand on met un climat d'empathie autour d'eux, sans aller trop vite. Oui, moi je voulais revenir sur votre association SOS Viol Enfance. Vous avez expliqué que vous étiez justement porté plus sur la prévention. Oui, totalement même. Voilà. Moi, ce qui m'a également marqué dans votre récit, c'est cette femme ou cet homme à l'accueil, à la réception de l'hôtel, qui, lorsque votre grand-père paternel vous amenait donc dans des hôtels de passe et vous prostituait, puisque vous étiez livré à des actes. Pas pour de l'argent, il était riche.
Oui, alors il y avait de l'argent qui circulait tout de même. Hein. Il y avait quand même tout de même de l'argent qui circulait. Oui. Mais voilà, au-delà de ça, effectivement, il y a d'autres intérêts. Vous pensez bien. Cette personne à la réception donnait en plus, pour accentuer vraiment le côté vraiment glauque de la chose, la serviette. C'est ça. Voilà, une serviette. Et voyait bien arriver des adultes avec une jeune fille de 9 ans. C'est certain. Alors la prévention, c'est aussi, donc c'est-à-dire que tout un chacun est tout à fait capable, et d'ailleurs est même dans l'obligation de signaler une situation qui lui semble tout un équivoque. chacun, sauf les médecins. Les médecins ne sont pas obligés de signaler les enfants gravement maltraités. Pourquoi ? Parce que c'est la loi, c'est une dérogation au secret professionnel. Le médecin a l'obligation, certes, de faire cesser la situation de danger, mais pas de signaler. Et même pire que ça, dans l'article 44 du Code de déontologie, il y a une clause de conscience. Le médecin doit signaler avec prudence et circonspection. Prudence et circonspection, il ne faut pas, les deux. Et il peut s'abstenir pour des raisons personnelles qu'il apprécie en conscience. J'aimerais qu'on m'explique quelles sont les raisons personnelles que la conscience peut... Je ne comprends pas. Alors, comment peut-on également prévenir? Quels sont les leviers de l'association pour justement aider, parce que on entend votre message, c'est de pouvoir aider les enfants qui subissent actuellement ou qui risquent de subir à l'avenir ce type d'horreur. Alors, si vous voulez, ça revient... On va revenir à ce que Philippe disait tout à l'heure. Pourquoi mes livres sont aussi durs ? Je les ai écrits pour les adultes. Oui. Je veux, en écrivant cela, qu'ils comprennent réellement, pour la première fois de leur vie, ce que c'est que de subir l'inceste d'un grand-père, ce que c'est que d'être prostituée par un grand-père. Je ne suis pas épargnée. Je vous assure, mon mari m'a vu souffrir quand j'ai écrit. Sauf que je n'ai pas quitté mon ordinateur pendant plusieurs jours. Il fallait que j'aille au bout. Et il fallait que vous entriez dans les détails également. C'est ça. Des actes commis. Et je vais vous confier quelque chose. Mon mari savait, du jour où même on se parlait beaucoup avant, il savait que j'avais subi l'inceste, et que j'avais subi des viols après à mon âge adulte. Mais il y a une chose que je n'avais jamais dit à personne et qui est sortie dans l'écriture, c'est la prostitution infantile. Et là, allez savoir pourquoi je l'ai écrit comme si c'était normal. Tout est sorti, tout. Mais alors, je ne me suis pas fait de cadeau. Et pourquoi j'ai mis des détails tels que ce détail qui peut paraître anodin à certaines personnes dans cette chambre d'hôtel où on me prostituait. Qu'est-ce qui me choquait dans cette chambre d'hôtel ? C'était pas la chambre d'hôtel. La saleté. C'était sale, mais c'était même pas vraiment ça. C'est qu'il y avait une salle de douche et que on m'obligeait à me revêtir avec les odeurs de tous ces hommes sales sur moi, alors que je voyais la douche que j'aurais pu prendre. Et j'allais devoir rentrer chez moi avec cette odeur. Et quand on me ramenait chez moi, on avait raconté à mes parents qu'on m'avait emmené au cinéma, notamment voir Peter Pan. Alors vous pensez, voir Peter Pan à l'époque, c'était extraordinaire. Tous les enfants rêvaient d'aller voir Peter Pan. Et moi, je rentrais dans la voiture, le Pépé Henri m'avait raconté l'histoire de Peter Pan pour que surtout je puisse donner des détails. Avec la lecture qu'on en a aujourd'hui, ça semble... Ça paraît fou, quelque part. Ça paraît fou. Mais moi, j'étais une petite fille terrorisée qui avait peur qu'on fasse du mal à ceux qu'elle aimait. Donc, voilà. Mais vous savez, c'est dur de voir passer de l'argent. Parce que ça aussi, je le raconte. Mais alors, le grand-père recevait des grosses enveloppes bien garnies de personnes très riches. Et moi, on me donnait... Vous savez, le petit billet comme on donne à une enfant pour le faire payer, et une poignée de bonbons. Ça, c'est une image traumatisante, ça m'est resté. Et je vais vous confier quelque chose, je n'ai jamais pu supporter que l'on donne de l'argent à mes enfants. L'argent de poche, je disais à toute la famille qui voulait leur en donner, non. Offrez-leur un cadeau, mais vous leur donnez pas d'argent. Vous voyez, ça reste. Ça reste. Votre histoire se passe dans les années 50 58. Plus vers 60, quand même. De l'âge de 9 ans à l'âge de 12 ans. De 12 ans. Ouais. Gérard Lopez, qu'est-ce qui a changé finalement ? Pas grand-chose.
Une prise de conscience, bien sûr. On a mis l'inceste une fois dans le code pénal, mais il y a eu une QPC, on l'a retiré. On a remis l'inceste en 2016 dans le code pénal, mais ça ne changera strictement rien au quantum de la peine. Et on ne parle jamais d'inceste. Alors, quelle est la peine et quel est le délai de prescription pour porter plainte ? Alors, c'est 30 ans maintenant. 30 ans maintenant. 30 ans au-delà de la majorité depuis peu de temps. La peine, c'est 20 ans, je pense. Hein. Je me souviens plus si c'est 20 ans. Et encore, quand on 20 ans de l'applique, réclusion criminelle, franchement. à condition d'avoir suffisamment de pièces pour... Parce que la justice, elle peut pas se fier uniquement à la parole. Et on voit beaucoup de peine avec Donc, sursis. vous savez, il y a très peu d'inceste qui passent au tribunal. Il faut avoir des preuves. Alors on parle très peu d'inceste aussi, me semble-t-il, parce qu'on a hyper sacralisé la famille, et donc du coup, tout ce qui peut venir entacher, toucher, et d'ailleurs dans toutes les sociétés, bien entendu, enfin, toutes sociétés confondues, et donc du coup, il devient de facto difficile de se positionner comme la personne qui va dénoncer justement les dysfonctionnements de cette famille. Le jour où j'ai écrit dans un livre que la famille était l'endroit de tous les dangers, je suis devenu, paraît-il, le numéro 3 de la scientologie en France. Évidemment, c'est complètement faux. Mais il m'a fallu 4 ans pour me débarrasser de ça. Vous êtes le numéro 4. Merci. C'est ça. Merci de me faire rétrocéder. Tom Cruise vous a fait monter récemment. Non, pour vous dire, la famille, le familialisme, c'est l'ennemi numéro 1. Alors, 90% des familles sont suffisamment bienveillantes, heureusement. Mais les 10% là bénéficient. Voilà. Alors, quelques numéros de téléphone peut-être à rappeler pour ceux qui nous écoutent, si on soupçonne un cas d'inceste. Le 119 déjà. Numéro pour l'enfance en danger. Oui. Le 119, il n'y a que ça, au moins que les enfants le sachent. Le 119, que les parents le sachent. Le 119. Voilà. Numéro vert, gratuit, anonyme, 24 heures sur 24. Absolument. Et si on veut rentrer en contact avec SOS Viol Enfance, Katia ? Oui, alors on peut rentrer maintenant directement, parce que je suis toute fière de l'annoncer, parce qu'il fonctionne depuis hier, sur mon site internet. J'ai un site internet qui s'appelle sos-violenfance.fr. Et là, on est directement sur l'association avec tous les renseignements, les numéros de téléphone, etc. Et vous allez rentrer dans le collectif pour l'enfance. J'attends toujours. Bon, écoutez, Profitez de la présence de Gérard Lopez. Ah non, mais on en a déjà parlé le 6. J'attends encore. Bon. Le 6, c'était le lancement de votre association. Absolument. Eh bien, on se donne rendez-vous mais vous lorsque savez, ce sera acté je pour voulais venir en parler. rajouter juste une petite chose parce que je suis tellement heureuse pour mon association. Il y a un enfant, un jeune ado de 17 ans qui m'a appelé pour m'alerter sur le fait que ses deux frères, son frère et sa sœur, étaient touchés par un oncle qui venait de réintégrer la famille. Et là, c'était mon but. Je voudrais qu'on fasse des protecteurs dans les familles. Merci Katia de Brinon d'avoir été avec nous. Gérard Lopez, merci Nadia. On vous dit à la semaine prochaine.